Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Univers théâtral. Collection dirigée par Anne-Marie Green. On parle souvent de crise de théâtre. Pourtant le théâtre est un secteur culturel contemporain vivant qui provoque interrogation et réflexion. La collection Univers théâtral est créée pour donner la parole à tous ceux qui produisent des études tant d'analyse que de synthèse concernant le domaine théâtral. Ainsi la collection Univers théâtral entend proposer un panorama de la recherche actuelle et promouvoir la diversité des approches et des méthodes. Les lecteurs pourront cerner au plus près les différents aspects qui construisent l'ensemble des faits théâtraux contemporains ou historiquement marqués. Dernière parution. Eleanor Stewart, la nouvelle femme sur la scène britannique. 1890 à 1914, 2020. François Lasserre, Corneille entre les lignées, Corneille, critique de Shakespeare, Alidor ou l'indifférent, déguisement pastoral, Corneille défiguré 2019. Geneviève Clancy, Philippe Tancelin, Les tiers idées. Pour une esthétique de combat, 2019. Grażyna Graziela-Bednarska, Le théâtre d'art en Pologne. Reduta 2019. Muntaja Psaker, Action Silence, figure dans le théâtre de Philippe Mignana 2019. Thomas Laurin, Les éléments structurants du théâtre No chez Akira Kurosawa, l'exemple de Tsubaki Sanjuro, 2018. Ahmed Radi, L'art de réfuter, analyse rhétorique et pragmatique du dialogue théâtral, 2018. Pascal Debailly, Molière aux éclats. Le rire de Molière et la joie, 2018. Dédicace. Reconnaissance perpétuelle aux personnages de fiction. Il semblerait avoir évité que le théâtre, à 3 reprises, et la danse, une fois, au cours de presque un quart de siècle, entre 1997 et 2019, ne soit exécutés sur l'échafaud de la rentabilité et de l'uniformisation, dressés dans cette intention. Pour les arts vivants, les Niçois, la belle ville de Nice, son université Côte des Azur, le CETEL, le système français de formation artistique, le bien commun des citoyens, merci aux personnalités aidantes. Lucette, Jean-Luc, Jean-Marie, Patrice, Sylvie, Ghislaine, Antoine, Claude, André, Élodie, Katia, Tchéma, Maria Conception, Rosemary, Ali Issan, Erika, Ori, Thomas, Mario, Jacques, Béatrice, Roxane, Nathalie, Jennifer, Hélène, Marina, Daniel, Paul, Frédéric, Renato, Annie, Nadia, Joël, Françoise, Brigitte, Emmanuelle, Ézéchiel, Chantal, Alain, Jean-Christophe, Jannick. À la section théâtre de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de l'Université Côte d'Azur, à la Société d'Histoire du Théâtre, Paris, au Pôle Art Vivant Nice, au Théâtre Incarnat et au Théâtre des Tournis, Bordeaux, au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, au Conservatoire National de la Région de Bordeaux, à la Compagnie Dramatique d'Aquitaine, à l'Odéon Théâtre de l'Europe, Paris, au Théâtre National de Nice, au Théâtre Francis Gag, au Théâtre Antea Antibes, au Consortium européen des universités du Master Mundus du spectacle vivant, Paris, Bruxelles, Francfort, Copenhague, Séville, La Corogne, Nice, à la Bibliothèque nationale de France, à la Maison et à la Bibliothèque Jean Villard, Avignon, au Work Center of Jerzy Grotowski and Thomas Richard, Italie, au Centre de recherche théâtrale Saint-Blaise, Paris, aux universités Michel de Montaigne, Bordeaux 3, Paris 4 Sorbonne, Paris 8, AL', École d'ingénieurs des mines de Douai, au laboratoire d'ethnocénologie de la Maison des sciences de l'homme de Paris-Nord, au Collège Belgique, à l'Académie royale de Belgique, Bruxelles. À mes étudiantes ES 2018 à 2019, Solène, Léa, Aline, Adrien, Romain, Chloé, Moise, Eve-Marie, Marilyn, Thomas, Kevin, Louise, Lisa, Olivia, Ella, Estelle, Trisatane, Mathilde, Lysandrou, Mélissa, Laure, Coralie, Léa, Charlotte, Anna, Nathaniel, Romain, Arthur, Jules, Valentine, Jean-Baptiste, Bastien, Léo, Soisic, Marguerita, Milika, Francisca, Moingier, Quentin, Elsa, Myriam, Saïda, Pauline, Barbara, India, Alicia, Margot, Jade, Jeannette, Fonia, Chloé, Damien, Kevin, Lucille, Juliette, Alexandre, Dounia, Rémi, Jean-Baptiste, Gwenaël, Hamza, Alice, Cansin, Youssef, Nathan, Sophie, Nicolas, Victoire, Ahmed, Camille, Mendy, Kianiou, Émilie, Mathieu, Tassian, Alice, Nikita, Eric, Tikim, Yasna, Julia, Déborah. Le vivant mourant de la présentification collectif, 2019. Citation. Mais ceux qui nous suivront, paieront en ce cas très cher notre égoïsme et notre lâcheté, maudiront justement notre mémoire. Si nous ne nous sentons pas capables de ce crime contre l'avenir,
Il nous faut comprendre dès maintenant que notre génération, et plusieurs autres encore sans doute, devront être sacrifiés au travail de restauration nécessaire, que ce sacrifice leur sera demandé, total. Nous nous sentons vivants parmi tant de malheureux qui déjà ont la ressemblance des morts, et c'est vrai que nous sommes vivants, si c'est vivre que respirer encore. Mais il faudrait que nous soyons 2 fois, 10 fois vivants, que nous ayons d'immenses disponibilités de vie, or nous vivons sur un petit capital de vie, nous ne saurions pas en distraire grand-chose pour nos frères sans risque de perdre le souffle. Rien n'est plus facile que de se persuader soi-même qu'on est vivant, très vivant. Il suffit de gesticuler beaucoup, de parler beaucoup, d'échanger des idées comme on échange des sous, une idée en appelant une autre comme les images, dans le déroulement des songes. Bernanos, La France contre les robots, 1945 à 46, 2017, pages 168 à 169. Il conviendrait de ne pas se laisser entraîner dans le dédain ambiant du passé immédiat, pour s'en débarrasser et le solder coûte que coûte, sans lui avoir accordé la place ou la considération qu'il mérite. Ce n'est qu'à cette condition que l'on peut vivre dignement le présent, et préparer sereinement l'avenir. Rabanel, Rêve d'une esthétique théâtrale de combat, 12 mai 2019. Claudine. Hélas que le monde aujourd'hui est rempli de méchanceté, de m'aller soupçonner ainsi moi qui suis l'innocence même. Molière, Georges Dandin ou Le mari confondu, acte 1, scène 6, 1668. À chaque pas des milliers de pensées presque visibles, voltigeant en langue de feu sous mes yeux me sautaient à l'âme, ayant chacune un dard, un venin différent. Les 2 demoiselles jetèrent à Canalis un regard chargé d'autant de venin qu'en insinue la morsure d'une vipère. Balzac, La comédie humaine, y étude de mœurs, scène de la vie privée I, 1951, pages 316 à 317 et 541. Prologue. Vie de zombie, théâtre de l'horreur. Où en est la représentation dans les temps que nous vivons ? Que sont devenus les soubassements démocratiques de l'agora citoyenne, du théâtre grec, du forum romain, de la place publique européenne ? Rien ne va plus du côté de la démocratie représentative. Elle est minée par la démocratie participative. Rien ne va plus du côté de la représentation. Elle est sapée par la présentation. En France, en Europe et ailleurs, l'on assiste au procès de la représentativité et de la représentation qui parachèvent leur persécution et leur délabrement localisés dans l'existence quotidienne comme dans l'art. Pour ma part, je ne parlerai que de l'art de la représentation dans le domaine du théâtre et du spectacle vivant. C'est-à-dire d'un art se caractérisant par un double niveau, une réalité première et une réalité seconde, comme le définit Patrice Pavie, le représentant et le représenté. Il précise que la langue française insiste sur l'idée d'une représentation d'une chose qui donc existe déjà, sous une forme textuelle notamment, et comme objet des répétitions, avant de s'incarner sur une scène. Mais représenter, c'est aussi rendre présent dans l'instant de la présentation scénique. Ces 2 critères, répétition d'une donnée préalable et création temporelle de l'événement scénique, sont bien en effet à la base de toute mise en scène. 1. Répétition ou création. Par souci de clarification, je considère la représentation au sens de répétition d'une donnée antérieure originale, texte, jeu, mise en scène, qui a pour objectif d'être reproduite à l'identique. En revanche, la présentation désigne l'événement scénique dans lequel la création authentique de la vie a été insufflée ici et maintenant. Au cours de mon exposé et dans ma terminologie, afin d'éclaircir le titre et le sous-titre de mon étude, du venin au théâtre et partout, contre-représentation, je ferai intervenir une 3e notion, celle de présentification. Cette dernière consiste à mettre en évidence le fait de rendre présent un groupe de phénomènes, une exhibition, une monstration, un événement ou une réalisation, tout en insistant également sur les réactions suscitées par la société hypermoderne qui s'expérimente à travers la participation, le présentéisme, l'immersion, l'immédiateté. Tiraillé par des sollicitations à l'emporte-pièce et dans tous les azimuts, faisant du réel même supposé une peau de chagrin, l'existence vécue dans le monde de l'ère numérique s'est profondément transformée. Elle s'est vidée en partie de sa substance intérieure, suite à l'assujettissement des individus à des appareils, à des réseaux, à des machines, à des robots tels des pantins, des zombies, des morts vivants.
Face au déferlement numérique et à ses conséquences sur l'Homo numericus, le cri d'alarme du neuroscientifique et directeur de recherche à l'INSERM, Michel Desmurget, dans son ouvrage au titre évocateur La fabrique du crétin digital, les dangers des écrans pour nos enfants, est sans équivoque. Ainsi, concernant les écrans à usage récréatif, la recherche met en lumière une longue liste d'influences délétères, tant chez l'enfant que chez l'adolescent. Tous les piliers du développement sont affectés, depuis le somatique, à savoir le corps, avec les effets par exemple sur l'obésité ou la maturation cardiovasculaire, jusqu'à l'émotionnel, par exemple l'agressivité ou la dépression, en passant par le cognitif, autrement dit l'intellectuel, par exemple le langage ou la concentration, autant d'atteintes qui assurément ne laissent pas indemne la réussite scolaire. Concernant cette dernière d'ailleurs, il apparaît que les pratiques numériques opérées dans la classe à des fins d'instruction ne sont pas elles non plus particulièrement bienfaisantes. À telle enseigne que la création et ses pratiques enregistrent, elles aussi, de profondes mutations. L'art dramatique se voit consigné dans l'espace réduit qui résulte de la vogue délétère du mort-vivant. Et ce faisant aussi de la conversion possible de ce dernier en procédé créatif, bienfaisant, incarnant ce que je désigne par le groupe de mots vivant-mourant, en juxtaposant deux lexèmes opposés, dont je définirai le sens et les fonctions plus bas. Mes remarques ne relèvent pas d'un jugement de valeur qui n'aurait aucun sens, sauf à émettre un avis personnel, mais il faudrait le mentionner, et ce n'est pas le cas présentement. En vérité, je fais part d'un diagnostic récent qui a ses racines dans l'histoire. Il fait suite aux révolutions industrielles et des machines. Les vivants d'aujourd'hui et futurs morts de demain sont tous les fruits de ce passé, y compris l'auteur en tant qu'être humain. Par conséquent, les zombies nous concernent tous. Ils sont parmi nous et nous parmi eux. De ce fait, en matière artistique, ce serait une erreur de regretter un état antérieur de l'art, ou de dénoncer les mutations de la création actuelle, sans élaborer des propositions tournées vers le futur. Le propre de l'art est de devoir se réinventer en permanence, en remettant en cause les formes artistiques de l'époque précédente. Lorsqu'il est question dans cette étude de la dépréciation de la représentation, de la dévalorisation du drame, y compris en tant que phénomène dérisoire ou truqué, l'on fait référence à un mouvement de transformation en cours qui procède par destruction-métamorphose. L'important est de signaler qu'un âge nouveau a débuté. Il concerne le drame autant que la représentation, ou leurs ruines respectives, mais il serait hasardeux d'en tirer des enseignements définitifs. Notre contribution tente maladroitement d'en appréhender les bases, les assises inédites, d'une manière oblique, avec les moyens disponibles à ce jour, et ce dans le cadre d'une histoire immédiate, c'est-à-dire avec un recul, une distance bien trop limitée. En fait, le mot zombie renoue ici avec le folklore qui a trait au culte des morts vivants, des revenants, dans l'imaginaire occidental. De ce point de vue, les lecteurs pourront consulter la littérature écrite ou les sources sur cette thématique. Selon l'ouvrage de Philippe Charlier, Zombie enquête sur les morts vivants. Le terme zombie revêt trois significations assez proches les unes des autres. La première, qui n'est plus acceptée dorénavant, renvoie aux petits enfants morts sans baptême, dont on capte l'âme pour se porter chance. La deuxième correspond à un esprit fantôme qui, volé au cadavre au moment de sa mort, circule, détaché d'un corps comme une âme errante. Il peut être de forme humaine ou n'avoir aucune forme particulière, comme un nuage animé. Enfin, le dernier type, et le plus communément admis, est l'individu à qui un poison a été administré qui le met dans un état cataleptique. On le fait passer pour mort et on l'enterre, avant de l'exhumer du cimetière 2 ou 3 jours plus tard pour le produire comme zombie. Compte tenu de l'usage singulier qui en est fait dans ces lignes, l'essayiste se satisfait des deux dernières définitions précédentes du médecin légiste et anatomopathologiste, ainsi que des informations synthétiques, telles qu'elles figurent dans l'encyclopédie libre en ligne Wikipédia. Un zombie emprunt à l'anglais bien que plus usité en français, ou zombie, terme utilisé à l'origine en français dérivé de zombie en créole haïtien, nzumbe ou nzambe en kimbundu kikongo, est une personne ayant perdu toute forme de conscience et d'humanité, au comportement violent envers les êtres humains et dont le mal est terriblement contagieux. La conception la plus courante du zombie ne dérive pas du folklore vaudou, mais d'une vision des morts vivants qui hante depuis longtemps l'imaginaire occidental.
La croyance au revenant s'est développée parmi les hommes dès que ces derniers ont pris conscience de la mort et ont commencé à concevoir une existence après le trépas. Maintenant, en tant que notion conceptuelle, zombie et ses dérivés, zombique, zombiesque, zombifié, zombification, sont employés dans un sens métaphorique. Ils qualifient un état d'esprit, un comportement ainsi que des influences souterraines, catacombales, bas de gamme qui caractérisent, fabriquent ou animent une culture cachée, ces lieux communs, d'une manière souvent inconsciente, non intentionnelle. Par ailleurs, ces substantifs ou ces qualificatifs aident à théoriser l'émergence d'un courant culturel sous-jacent, mais cette fois-ci laudatif, bénéfique, permettant de capter et de décrire des facultés, des paramètres, des critères liés aux arts performatifs de l'époque ultra-contemporaine. Donc, assorti de ces connotations, du champ lexical évoquant l'outre-tombe et alliant la mort et la vie, le vivant et le mourant, le vocabulaire zombique enrichit une esthétique à double face qualitative et même à double tranchant. La première révèle une inclination artistique plutôt préoccupante, contrariante, malfaisante, tandis que la seconde montre un penchant plein d'espérance, volontiers flatteur, valorisant. Représentant cette sensibilité zombiesque de l'art du théâtre, de ses canons, de ses exigences artistiques, les deux dimensions antinomiques nécessitent d'être mieux cernées, discriminées, parce qu'elles ne peuvent être ni mélangées ni confondues. L'une de ces tendances fait pencher la balance de la création du côté déprécié, soulignant une sorte d'appauvrissement généralisé, alors que l'autre tente d'extirper la réalité ainsi que l'art, de leurs impasses macabres, obscurantistes, y compris en mettant le public en contact avec l'abjection, et ce jusqu'au point ultime de l'épouvante éprouvée par immersion ou conduisant à la sidération. À l'âge postmoderne et numérique, l'état de non-être involontaire ou volontaire résultant d'une zombification diffuse, générale, sociétale, est ressenti comme un inconvénient, un obstacle par rapport à la fois à la représentation et à la présentification théâtrale. Même si les données restent souvent enfouies, que l'on s'arrange pour qu'elles ne représentent que la partie immergée de l'iceberg de la réalité, pour qu'elles ne transparaissent pas à la surface des choses, même s'il y a aussi d'une personne à l'autre des degrés de sensibilité variables en relation avec les expériences vécues, quoi qu'il en soit, l'on n'a pas à ignorer un pan entier de notre culture commune. Parce qu'elle invite chacun à regarder la vérité humaine en face dans sa complexité, avec un sens de la tempérance et de l'équilibre tel qu'il a été fabriqué par l'humanisme d'une époque, par les hommes et les femmes d'une région, d'un pays. Si la condition zombique est prise en charge par le processus créatif afin de la modifier, y compris dans le secret du creuset artistique, de la mettre au service de l'art, du rendre présent de l'événement scénique, tout en introduisant et en contrôlant le vivant mourant, en ce cas la zombification se bonifie puisqu'elle opère une conversion du non-être de l'individu civil, de la non-présence, en surêtre éphémère de l'artiste ou de la personne anonyme, ou bien en surprésence fugace du comédien public. En revanche, au quotidien, lorsque cette transmutation est absente, le phénomène zombique est appréhendé négativement. Il est lié à ce que l'on pourrait appeler plus largement la zombisphère, qui crée une pression sur les individus au travail, dans les écoles, dans les rues, en banlieue, dans les cités ou les villages, au niveau des relations interpersonnelles et jusque dans les recoins de l'existence la plus intime. Devant une telle négativité, voix-outrie, nihilisme, l'écriture, la lecture et la création artistique apparaissent alors parfois comme des parades, permettant de réagir, voire de se protéger des contre-coups provoqués par la dissolution de la présence de l'être. Dans le cadre de cet engouement général de l'époque relatif aux morts vivants ou aux modalités du vivant mourant, dont je viens de parler, qui associe la vie et la mort à des fins différentes, dans la mesure où il n'est pas a priori dépendant des sciences technologiques, ni de l'intelligence artificielle, ni de la mondialisation, il n'est pas exclu que soit la création en tire profit dans l'acte d'invention, dans certaines conditions et jusqu'à certaines bornes, soit Q'. Elle en pâtisse en défaisant le drame et la représentation, même provisoirement ou d'une manière mensongère. Cette étude reviendra sur ces aspects au cours du développement. Or, sur scène et en scène, la vie au théâtre procède d'un double type de vivant. Le premier est commun, ordinaire, il est humain, animal, végétal. Le second est plus singulier, étrange, il est spectral, automatique, synthétique. Mais d'une manière ou d'une autre, l'activité théâtrale a à sa disposition plusieurs options possibles. Soit elle s'éloigne du vivant de la nature qui est brut, direct.
Soit au contraire, elle le conforte jusqu'à son paroxysme, voire au-delà. C'est là qu'au avant-poste de la performativité interviennent le cerveau, l'estomac, les tripes, l'intestin, le sexe. Soit enfin, elle l'enrichit en refaçonnant de toutes pièces la vie, en la recréant tel un matériau nouveau et de nature artistique, par l'intermédiaire des constructions les plus simples, les plus sophistiquées, les plus utopiques, les plus avant-gardistes. De ce fait, dans le cas de cette troisième et dernière alternative, il est possible de troquer la négativité du mort-vivant passif, soumis aux influences entrantes, contre un vivant mourant positif, dynamique, reconnecté aux forces intérieures du théâtre et de la création. C'est-à-dire non seulement à travers l'imaginaire, le rêve, les fantasmes, le surnaturel, les rites de l'invention, de l'innovation évidemment, mais aussi c'est le propre de l'art, d'une façon matérielle, concrète, technique. Cela change tout puisque l'on passe des idées à l'action. S'invente alors tout un panthéon de figurines entreprenantes, visionnaires, fantômes, ombres, marionnettes, hologrammes. Peu importe le modèle découvert ou adopté, du plus naturel au plus artificiel, l'existence de la scène encourage indéfectiblement à vivre la vie, y compris celle des objets inventés, robotisés, mais à condition de ne pas la simuler, ni la contrefaire en y substituant une réalité augmentée ou même appareillée, surtout si celle-ci ne flirte qu'avec la monstruosité ou se nourrit exclusivement aux sources des bas-fonds et de l'immonde. Ce qui compte est la manière d'éprouver dans sa propre chair la vie, de la tester grâce au plateau qui se transforme en un banc d'essai, d'épreuve, une espèce de plateforme, de dalle horizontale à hauteur d'appui, servant de support ou de plan de travail pour l'ébéniste, ou de paillasse pour le laborantin, c'est-à-dire en un véritable laboratoire pour le scientifique et l'artiste. J'écris bien vivre la vie, et cela sous-entend, comme le dit l'écrivain Bernanos en exergue à ce livre, qu'il faudrait que nous soyons 2 fois, 10 fois vivants, que nous ayons d'immenses disponibilités de vie. Car la rencontre absolue avec la scène est à ce prix. Si elle a une telle exigence vis-à-vis des artistes, c'est parce que l'art du théâtre en attend aussi une réciprocité de la part de l'auditoire, des spectateurs en chair et en os. Notre intention est de promouvoir la vie rêvée par l'intermédiaire de la scène et au-delà des apparences, au-delà de la fin d'un réel auquel nous étions habitués, ou tel que nous croyons le connaître, jusqu'à y compris dans ses retranchements ultimes. À savoir lorsque les stratégies de création n'hésitent pas à porter des coups de boutoir répétés à l'encontre des scléroses culturelles, comme celles qui mettent en péril les capacités artistiques, ou bien celles qui, par décence, suscitent une dénonciation sans appel. Et vis-à-vis desquelles les créateurs sensés n'ont qu'une petite voix étroite. Exprimer sur la scène la violence, le venin, le poison, le sang, les larmes, la barbarie. C'est-à-dire rendre évidente et manifester ces dernières données aux yeux ou aux oreilles de tous, grâce à des moyens contradictoires, rudimentaires, extrêmes parfois, mais relativement contraints. Le passage de l'évocation littéraire de la guerre, de la mort, des atrocités du génocide, des crimes, au travail de plateau ne se fait pas sans traduction, équivalence, extrapolation, approximation. Car l'art littéraire n'est pas l'art du spectacle. Il suffit de lire quelques lignes extraites du Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, pour être persuadé que le rendre présent du fragment sidérant et glauque ci-après, mérite qu'on y réfléchisse au-delà des impressions premières ou théories. Ils s'embrassaient tous les deux pour le moment et pour toujours, mais le cavalier n'avait plus sa tête, rien qu'une ouverture au-dessus du cou, avec du sang dedans qui mijotait en glouglou comme de la confiture dans la marmite. Ces glouglous, cette confiture dans la marmite, je me les imagine sans problème, ou plutôt si avec effroi. Mais comment en donner la teneur, la vision, la couleur, le bruit, l'odeur, l'horreur, le caractère insoutenable, sans que cela n'aboutisse à un ersatz comique ou lamentable, à un pâle reflet pour avorton. Alors qu'une telle réalité ne saurait de toute évidence ni souffrir le trompe-l'œil, ni admettre le carton-pâte, le principe même du comment faire sera examiné en temps voulu, à partir des propositions existantes, et telles que je les ai croisées sur mon chemin de spectateur ou de théâtronaute. C'est à la lumière des arts du spectacle, des études théâtrales, et à travers le prisme de la théatrologie et de l'épistémologie contemporaine que j'explorerai ces sujets, toutes ces thématiques du moment. Pour ce faire, je me référerai aux enjeux cruciaux tels qu'ils ressortent de la radiographie de la création et du processus spectaculaire, suite aux transformations du spectacle vivant, depuis environ les années 60 et le tournant des 20e-21e siècles et jusqu'à aujourd'hui. Ainsi,
je chercherai à savoir ce qui se trame dans la représentation théâtrale. En quoi les régressions, les résistances ou les évolutions saillantes en cours sont-elles significatives? Quelles leçons tirées des conflits d'héritage entre traditions et cultures émergentes? Des formes d'expression des catastrophes ou des réalisations exhibant la cruauté humaine, sociale, politique? Comment repérer et analyser ces faits scéniques? Quelles sont les limites à signaler? Mon hypothèse de départ est la suivante. Non seulement le théâtre performatif et post-dramatique, ses pratiques et ses réalisations, mais aussi des expériences spectaculaires diverses montrent que des formes événementielles s'ingénient à s'émanciper de la reproduction ou de la duplication. Et ce, suite d'abord au façonnement et à l'émergence d'une coalition d'ingrédients venimeux, sournois et machiavéliques, du sang et des larmes au théâtre, puis, par ailleurs, grâce d'un côté à la présentification, et de l'autre au style imprégné à la fois par les composantes, les contradictions, la fantasmagorie du surnaturel. L'intuition initiale me conduit à qualifier cette orientation d'esthétique du vivant mourant présentifié, voire d'esthétique zombiesque en pensant au genre burlesque et farcesque, ou même horrible et sanglant comme le répertoire du théâtre en témoigne. L'étude s'appuiera sur un corpus varié et hétérogène. Des travaux de formation sur l'art de l'acteur réalisés en laboratoire, des événements exceptionnels clairement identifiés comme l'incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris, des spectacles âpres, rudes, mettant en évidence la sauvagerie ou débordant des apostrophes hémoglobine, tels ceux qui exposent le mythe de Médée, les théâtres gore et documentaires, ou encore toute une série de créations. Gertrude, Le Cri, Macbeth, Juste une plaie dans ma tête, Du cristal à la fumée. L'orientation stylistique et catégorielle de ce nouvel âge venimeux en cours, en scrutant les évolutions subculturelles à l'œuvre dans la société, retient les attributs relatifs à la sphère du zombie, dans la mesure où vie et mort se fréquentent, se côtoient, pour le meilleur ou pour le pire. À l'aide de cette tendance, de cette fréquentation, de ce commerce délibéré, inconscient, subi ou désiré, les réalisations artistiques donnent à voir et à entendre soit la violence crue d'une manière dissible, évidente, dans son élan expansif, démesuré, soit l'état actuel du drame, du théâtre d'une façon latente voire plus anodine, dans son penchant rétrograde, anémié. Mais le fait que des performances artistiques s'efforcent de se détacher de l'imitation d'un modèle antérieur, ne veut pas dire pour autant qu'elles y parviennent, qu'elles atteignent ce but avec succès et sans illusion. Cela laisse subodorer l'intérêt que représente un examen des mises en scène réalisées par les artistes, à l'aune d'une double pertinence morale et artistique. En peu de mots, au croisement des problèmes à la fois éthiques et esthétiques, tout en n'oubliant pas les circonstances les plus brûlantes. Par exemple, je pense à celles qui sont liées à l'actualité récente, à l'histoire immédiate, petite ou grande, qui viennent percuter l'art performatif, ses avatars contemporains ou antérieurs, sa compréhension, son interprétation, en balayant d'un coup de projecteur acéré les replis parfois ombreux de la production théâtrale. Comme le note Daniel Bougnou et son éditeur. Depuis les années 1980, dans nombre de démocraties occidentales, la représentation politique est en crise. De la faillite des institutions, à l'affaissement de la nation, en passant par le communautarisme, bien des explications sont avancées. On ne peut comprendre la crise de la représentation politique sans l'inscrire dans celle bien plus large, qui affecte depuis plus d'un siècle la notion même de représentation. C'est dans la même perspective que se situe mon ouvrage. Inscrire les attaques générales contre l'art de la représentation, plus particulièrement de la représentation théâtrale et spectaculaire, dans le cadre de celle qui touche le terme même de représentation et ses rapports actuels à une autre réalité en gestation, à un prétendu réel qui s'éloigne, s'abstrait, se délite. La réalité tangible entend couper les ponts avec toutes les occurrences qui s'apparentent à un reflet, à un double, à un facsimilé, à une copie d'une chose vraie et première. Et ce de sorte à syncrétiser, si l'on veut, le passé et l'actuel, l'absence et la présence, la vie et la mort, ou plus encore à éradiquer définitivement et le représentant et le représenté d'un réel en perte, préexistant mais spectral, en y substituant une seule ou unique entité. La création performative, l'événement créé sur le vif ou l'invention d'un nouveau vivant artistique, inconnu, précaire, y compris irréel, voire inatteignable. 2. Entre conventions et instants inouïs. Une autre idée clé que j'avance, dans ce préambule,
s'appuie sur le fait que les délimitations respectives de la présentation et de la représentation oscillent, varient, entre deux lignes de force opposées mais complémentaires, à savoir le non-vivant ou mourant passé ou actuel, et le vivant actif présent. C'est-à-dire entre un art stéréotypé et conventionnel baptisé mourant, d'une part, et un art mobile et dynamique dit vivant d'autre part. Le vivant ainsi entendu correspond à ce qui a les caractères spécifiques de la vie ou de la présence, qui est animé d'une sorte de vie, qui est présent, actif. Quant au non-vivant ou au mourant, il désigne ce qui a les caractères spécifiques de la mort ou de l'absence, qui est exsangue et sur le point de disparaître, qui s'achemine vers une complète extinction. La vie ou la présence, la mort ou l'absence, n'étant pas saisissables dans leur entièreté, c'est pourquoi le double concept de vivant-mourant forgé et introduit plus haut, qui détermine la nature essentielle de l'esthétique dont je parle, qualifie un procédé instable, une activité mouvante, une transformation en cours, plus qu'un état déterminé, une réalisation figée, un aboutissement sûr. De ce fait, la présentification se concrétise à travers la mise en œuvre d'une sorte de vivant-mourant relatif, fluctuant, qui est mis en exergue, montré, présentifié tout au long de l'action dramatique et spectaculaire. Il est certain que ce mot vivant-mourant capte un phénomène plus complexe que celui qui irradie certaines aventures parfois marginales du spectacle. Il a à voir aussi avec les praticiens et les théoriciens, artistes comme chercheurs, qui, face aux conditions plus globales d'ordre sociologique, politique, ne se laissent pas impressionner par le basculement de la culture sur le versant sombre de l'économie de marché, sans avoir exploré les zones de résistance ainsi que les multiples facettes de l'objet d'étude. À ne pas vouloir vivre dans un monde livré à la seule jungle du marché, à ne pas se résigner à voir l'exigence de divertissement accaparée par les seuls miasmes de la télé-réalité, nous serions donc suicidaires. Contre ceux qui utilisent ce mot, et qui s'affairent déjà à préparer nos linceuls, nous avons au contraire l'outrecuidance de nous affirmer plus vivants que jamais. Mais combien faudra-t-il de festivals annulés, d'écoles paupérisées, d'entreprises fermées, de retraites amputées, de médicaments bientôt plus remboursés, d'êtres humains jetés à la décharge, pour que nos vies prises en otage par la sacro-sainte rentabilité s'échappent de la logique mortifère qui les emprisonne? Ce fragment de texte, en esquissant une partie des données qui façonnent le climat du théâtre, de l'enseignement et de la recherche en art du spectacle, de nos jours, donne le ton de notre propos sur la représentation. Et en particulier sur l'objectif qui consiste à faire vibrer le théâtre de l'intérieur, pour faire rendre l'âme au spectaculaire. C'est-à-dire au moment même où, au cours de l'acte de présentification, survient l'apogée de l'exploit, de la virtuosité. Quand l'acte artistique touche à l'irreprésentable, et que le vivant et le mourant sont au même diapason, se réconcilient durant un épisode très bref, fugace, sublime, inouï, comme si, tel un coup de canon, l'on assistait aux noces joyeuses de la vie et de la mort de l'art. Et là, dans l'interstice entre la présence et l'absence, sur le fil du rasoir de la vie mortelle, la recherche ne saurait laisser échapper un tel instant béni des dieux, favorisé et par le talent et par la providence. Repéré dans la citation ci-dessus, vivre, plus vivant que jamais, vie prise en otage, êtres humains jetés à la décharge, logique mortifère, ces quelques mots ou expressions introduisent le conflit antagoniste dans lequel la représentation et la présentification se trouvent impliquées tant au niveau de l'événement théâtral que du phénomène spectaculaire. Soit les arts de la scène et la création d'aujourd'hui s'emploient à en accentuer les dimensions les plus délétères, soit au contraire, ils s'évertuent à les transposer, à les sublimer, en inventant des voies novatrices. 3. Affronter l'immonde et la sauvagerie. Le désaccord qui anime l'imitation par rapport à la création est très vif, acerbe, dès qu'il s'agit de traiter artistiquement d'actes sauvages ou génocidaires. Déjà, même parler doctement de la barbarie ne semble guère possible, parce que tout discours sur un tel sujet est susceptible de se retourner contre lui-même, voire contre son auteur, dans la mesure où le pouvoir de la parole apparaît exorbitant par rapport à la réalité qu'il est censé ressaisir, comme le dit Michel Foucault dans l'ordre du discours. Le discours n'est pas simplement ce qui traduit les luttes ou les systèmes de domination, mais ce par quoi on lutte, le pouvoir dont on cherche à s'emparer. Aussi, parce que la férocité à travers ces manifestations concrètes se perçoit comme irrationnelle. Ces causes profondes se dissimulent dans l'âme humaine.
Ces répercussions effectives dépassent l'entendement humain. En outre, s'ajoute par ailleurs un problème de légitimité entre le langage et les faits. Les mots sont immédiatement décalés par rapport à la bestialité des actes perpétrés. Il n'est pas vain de chercher à savoir si l'auteur du discours, le conférencier, le parleur, le rédacteur, lorsqu'il n'a pas connu dans sa propre chair de violence extrême, lorsqu'il n'a pas été le témoin direct d'agissements sanglants, est le mieux placé pour disserter sur la barbarie. L'attitude de rejet à l'égard de l'étranger, aussi bien que le jugement porté sur un comportement cruel sur une situation atroce, même quand ces derniers sont justifiés, argumentés, ne sont pas pour autant libérés des malentendus. On pense ici à la thèse de la relativité des jugements, qui est au cœur de la délibération des essais de Montaigne. Or je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à ce qu'on m'en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Ces méprises peuvent être sous-tendues par des idéologies tendancieuses, tout en donnant lieu à des simplifications outrancières, ethnocentriques, à des dérapages verbaux. En plus du sens des mots, la rhétorique et les circonstances ont des effets parfois surprenants. C'est en quelque sorte le risque à prendre lorsque l'on parle de la barbarie. Mais une inquiétude pointe à l'horizon de la présente quête, située à la frontière de l'existence et de la fiction, le mélange des genres accompagné de son cortège d'incompréhension. En vérité, un gouffre sépare les éléments qui sont désignés par la notion de barbarie et les faibles capacités dont l'art dispose, heureusement dans ce cas de figure, bien évidemment, pour les rendre présents ou pour les dupliquer, pour les actualiser en les agissant ou bien pour les recopier en les reproduisant. Or, le danger existe de confondre les choses réelles de la vie avec les matériaux fictifs de l'art. Aussi, la volonté artistique qui cherche à rendre visible l'horreur, doit-elle être vigilante, tant sur le plan des modalités d'exécution de l'œuvre qu'au niveau du retour que cette dernière suscite dans la sphère publique. La volonté devenue œuvre n'est pas à l'abri d'une provocation, même involontaire, aboutissant à une confusion chez les spectateurs ordinaires. Prendre les spectres de l'inhumanité pour des manifestations palpables de celle-ci. Les tours de passe-passe entre la fiction et le réel ne garantissent pas l'édification de l'être humain, même par le biais d'une pédagogie de la représentation, comme d'ailleurs de la présentification. Il ne s'agit pas d'une tentative de délimitation de l'expression artistique, mais d'une prise en compte des responsabilités respectives. Autrement dit, assumer individuellement et collectivement le rapport entre la sphère privée et la sphère publique, entre l'individu et la société. Sur ce point, l'art comme la collectivité doivent faire face à des questions communes en matière de violence absolue. Peut-on tout dire et tout montrer ? Si oui, pourquoi et comment ? Sinon, pourquoi et quoi faire ? Comment fabriquer des équivalents figuratifs de l'atrocité, voire des homologies transfigurées de l'horreur ? Et pour quel retentissement ? Que peut-on attendre de l'émergence du vivant mourant présentifié, dans cette exploration de la sauvagerie ? Où se situent les frontières ténues de l'imitation, du double, et celles de la création de l'original ? Comment faire la différence, par exemple, entre la réalité de la guerre crue, sans phare, sans écran, et sa reproduction littéraire ou théâtralisée ? Lorsqu'Henri Barbus rédige les lignes suivantes, est-il en deçà de la vérité du cauchemar de la Grande Guerre ou bien au-delà ? C'est des gaz asphyxiants probables. Préparons nos sacs à figures. Les cochons. Ça, c'est vraiment des moyens déloyaux, dit Farfadet. Tu me fais marrer, riposte Barque avec tes moyens déloyaux et tes moyens loyaux. Quand on a vu des hommes défoncés, sciés en deux, ou séparés du haut en bas, tendus en gerbe par l'obus ordinaire, des ventres sortis jusqu'au fond et éparpillés comme à la fourche, des crânes rentrés tout entiers dans le poumon comme à coups de masse, ou à la place de la tête, un petit coude ou une confiture de groseille de cervelle tombe tout autour sur la poitrine et le dos. L'on comprend que le lecteur ayant éprouvé dans sa chair la guerre ait envie de crier « Stop, arrêtez l'horreur !» Il y a en assez de cette confiture. L'écrivain du feu nous parle de la confiture de groseille, alors même que Céline précédemment, vous vous en souvenez sans doute, évoquait la confiture dans la marmite. De grâce, épargnez-nous cette description. Et surtout, s'il vous plaît, face à l'infamie, pas d'exercice littéraire inspiré, pas de style génial, pas d'image bien exécutée, pas de métaphore bien troussée.
soit la vérité brute telle qu'elle, soit le silence, le respect, rien. Il est évident que de telles réactions, exclamations, interrogations taraudent l'art actuel. Soit la création artistique apparaît en deçà de l'horreur et sa pertinence se pose, soit elle expérimente des formes excessives et son éthique est à questionner. L'on ne va pas trancher le débat. Mais il est utile de souligner l'impasse dans laquelle le discours est capable de nous entraîner, malgré nous. Et ce à cause d'un point obscur. Non seulement les obstacles rencontrés par l'intelligence sur le chemin de la compréhension, comme on l'a déjà dit, mais surtout son incapacité à élaborer des prescriptions efficaces afin de nous prémunir des dérives à venir. Sur ce plan, les propositions artistiques ratent toujours l'objet qu'elles tentent de saisir. Ce n'est pas grave à condition que cet état de fait ne devienne ni un leurre, ni un étendard. Aucun discours, aucune reproduction d'aucune sorte ne peuvent être satisfaisants relativement à la férocité humaine. Il suffit de se rappeler le nombre de morts causés par les conflits, les guerres. Qu'en est-il ou qu'en serait-il eu égard à d'autres tentatives plus en phase avec le présent? Avec l'actualisation, c'est-à-dire le passage de l'état virtuel à l'état réel? Avec la déstéréotypisation des actions et des formes? Avec l'immersion des spectateurs au cœur de l'événement? On pense en particulier aux tentatives artistiques cherchant à anéantir la séparation entre scène et salle, en plaçant le spectateur, le voyeur, le visiteur au cœur des installations, des expositions, des dispositifs, comme dans les productions de Punch Drunk, de Big Drama, d'A2R Company, de la Compagnie du Libre Acteur de Sébastien Bonabel, ou encore comme dans les pratiques, les ateliers collaboratifs, workshops, les manifestations immersives ou les spectacles participatifs, tels que Helsingor, Closer, Smoke Ring, Cyrano Ostinato Fantasy, Close, Do. À l'occasion d'une journée d'études sur le théâtre immersif, les organisatrices Déborah Prudon, Juliette Mézergue et Emeline Jouve écrivent: le théâtre dit immersif apparaît comme une tendance florissante dans le paysage théâtral contemporain. Les pièces ou expériences de théâtre auxquelles ce terme s'applique partagent toute l'intention de placer le spectateur au cœur du dispositif en abolissant la distinction entre scène et salle pour les fondre en un espace unique. Joséphine Machon. Au croisement du théâtre, de la performance, de la danse et de l'installation, Punch Drunk déconstruit la pièce de théâtre traditionnelle pour créer un monde théâtral que le spectateur ou immersant peut habiter et explorer le temps d'une soirée. Il est invité à déambuler à sa guise dans de très vastes environnements s'étendant sur plusieurs milliers de mètres carrés, au décor particulièrement travaillé, où il trace un itinéraire personnel et découvre les différentes scènes au gré de ses pérégrinations. En 2018, Le Secret ouvre dans le 5e arrondissement de Paris. Le spectacle inaugural est une adaptation d'Hamlet de Shakespeare, sous le titre Helsingor. La promesse est une expérience sensorielle. Séparé de ses pairs, le spectateur est mis en condition et invité à déambuler librement dans l'espace où se jouent des scènes de la pièce élisabéthaine. Au-delà du succès récent de ces pratiques immersives, on peut s'interroger sur la parenté du théâtre étiqueté comme tel et des formes l'air. Théâtre immersif, spectacle interactif, théâtre de représentation ou théâtre de présentification, peu importe la catégorie envisagée, me semble-t-il. Dans le cadre des grandes tragédies, seuls les survivants mesurent ou mesureraient sans doute ou peut-être l'échec de la pensée, l'écart entre le dire et le faire, la défaite de l'art ou de la performance par rapport aux actes subis, par rapport à la mémoire et aux souvenirs. Ne pas oublier que derrière les mots qui désignent toutes sortes d'ignominies se cachent des souffrances, des holocaustes, des morts, du sang, des pleurs, que derrière les folies monstrueuses se dissimulent des victimes et des bourreaux qui sont nos semblables. Donc, en tenant compte de ce contexte général, puis à partir d'une évocation des aspects et des paradoxes de la violence, ainsi que d'une étude sensible de 3 mises en scène, je chercherai à savoir quels sont les enjeux théatrologiques, esthétiques, d'une réflexion sur la barbarie, sa représentation, sa présentification. 3 significations interpellent le théâtre vivant, si l'on s'en tient aux principales acceptions suivantes des termes barbare et barbarie. Sens du mot barbare, 1. Étranger, par rapport aux Grecs et aux Romains. Par extension, non civilisé. Familièrement. C'est un barbare pour désigner un homme sans goût et incapable d'apprécier les beautés de l'art. 2. Sauvage, grossier. 3. Contraire aux règles de la langue. 4.
qui est sans humanité, cruel. Sens du mot barbarie, 1. Manque de civilisation, grossièreté. 2. Inhumanité. Faire un acte de barbarie. 3. Action barbare cruelle. En fait, grosso modo, d'abord la barbarie désigne le manque de civilisation. Ensuite elle signifie l'absence de goût, la grossièreté, la rudesse. Enfin elle indique la cruauté, la brutalité, l'inhumanité, la férocité, la sauvagerie. Dans le sens commun, il arrive que les réseaux de signification se mêlent et s'interpénètrent. Toutefois, les acceptions sont considérées comme négatives et péjoratives. En fonction de la situation observée, les degrés de négativité s'échelonnent entre une définition plus ou moins dépréciative et une autre à très forte charge négative. Le théâtre prend en considération la totalité de ses emplois à sa manière, sans tabou majeur, dès lors que l'on se situe au niveau du langage, de la fable ou de l'évocation. En ce cas, la brutalité extrême est nommée, décrite, voire explicitée ou évoquée par l'entremise d'une histoire qui s'adresse à des spectateurs. Mais dans l'aventure qui consiste à interroger les territoires respectifs de la mimésis et de la création, ce n'est pas cette unique dimension qui préoccupe la théatrologie et l'épistémologie. Les échanges et interactions éventuelles ainsi que les modalités de rencontre et de singularisation, telles que l'échelle de l'opposition ou des variations-oscillations entre la vie et la mort, entre le vivant et le mourant, qui les mettent en valeur, sont susceptibles d'aider à mieux saisir les caractères propres, distinctifs, du double comparé à ceux de l'original. Sans doute comme le spectacle inouï Rwanda 94 a tenté de le faire saisir. Rwanda 94 restera le grand spectacle, indépassable, de la fin du siècle passé. La tragédie des temps modernes. Spectacle inouï, que l'on ne fait pas 2 fois dans la vie. Mais une fois ça suffit. Nous en avons été les témoins éblouis. Et si je reprenais la formule de Paul Celan, qui témoigne pour le témoin, je dirais qu'aujourd'hui encore nous sommes prêts à nous soumettre, sans hésitation ni réserve, à tout examen. Je ne crains rien. De la part de quiconque. Mon témoignage est gravé et définitif. C'est pourquoi, dans la perspective de l'art théâtral contemporain, il est intéressant de s'attacher aux dimensions matérielles de la barbarie, à ses aspects visuels, plastiques, sonores, qu'il va falloir traquer dans les performances artistiques figurant dans un inventaire culturel personnel autant fragile que passager. 4. Documenter l'éphémère. Outre les comédiens et les metteurs en scène qui m'ont laissé observer leur art en direct, ouvert leurs archives, offert la possibilité d'explorer en détail leurs spectacles, permis de publier leurs images, et auxquels je rends hommage sans retenue pour tout ce qui va suivre, je tiens également à remercier aussi vivement mes étudiants d'études théâtrales de l'Université Côte d'Azur qui ont participé à mes travaux de recherche. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.